On investit, enfin on cache des milliards, enfin des sommes colossales dans des pays qui devraient pouvoir bénéficier des investissements énormes qui sont faits en général pour le profit des entreprises qui investissent et absolument pas, ou très peu, pour le bénéfice des populations. Et ça renvoie à la deuxième question, qui est plus une question économique. Si on veut vraiment aider au développement des pays qui en ont le plus besoin, alors ces milliards, c'est 125 milliards, mais sur la totalité, c'est 600 à 800 milliards d'euros qui sont aujourd'hui dans un grand circuit informatique invisible, mais qui en vérité pourraient être mobilisés pour ces pays-là, devraient être mis à contribution pour, par exemple, atteindre les grands objectifs du millénaire pour le développement, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé. Donc il y a un double problème moral. Il y a un problème moral de ceux qui continuent à s'enrichir sur la pauvreté des autres, et un deuxième problème qui se rajoute à ça, qui est que on a là les ressources énormes, je dirais pas un puissant fond, mais enfin incroyables, de disponibilité financière qui pourraient être très rapidement mises à contribution pour les grands objectifs multilatéraux qui ont été énoncés lors des les 15 dernières années dans les grands agendas internationaux, dans les grands sommets. Une grande hypocrisie d'abord. Il en reste d'abord une grande hypocrisie parce qu'on a tout de suite voulu effacer comment dire, de la liste des mauvais élèves un maximum d'États pour éviter d'avoir à, comment dire, à stigmatiser tel ou tel État pour des raisons géopolitiques ou d'intérêt diplomatique qui sont bien éloignés des objectifs initiaux qui étaient comment dire, qui étaient mis en avant lorsqu'il s'était agi de publier justement cette liste. Il s'agissait de montrer qu'il y a des États, qu'il y a donc des gouvernements dans ces États qui ne jouent pas le jeu du développement, contrairement aux grandes déclarations, aux grands traités qu'ils signent par ailleurs, puisqu'ils abritent en leur sein des dispositifs les plus occultes de captation de richesses, en masquant évidemment toute une série de données financières, puisque c'est le principe même du paradis fiscal, puisqu'en gros on y planque de l'argent sans le déclarer ailleurs, on l'immobilise ou on l'utilise sans qu'il y ait aucun regard réel sur ces fonds-là. Donc il en reste une grande hypocrisie, puisque on commence par une liste assez importante, on finit à peine une poignée d'États. Il en reste aussi un deuxième enseignement, c'est que c'est pas simplement les États qui abritent des paradis fiscaux, ou qui font vivre en leur sein ou sur leur territoire des mécanismes comment dire, de fiscalité opaque. Ce sont tous les États qui doivent jouer le jeu, pas simplement ceux qui sont mis en cause. Tous les États doivent pouvoir aujourd'hui intervenir, et c'est tout l'enjeu d'une campagne sur les taxations sur les finances internationales, pour faire en sorte que les paradis fiscaux soient éradiqués progressivement, de manière à ce que l'argent réel soit investi dans l'économie réelle. C'est d'abord une initiative de la région et elle doit servir d'impulsion pour tout le Parti socialiste, c'est-à-dire partout le Parti socialiste dirige des régions et la quasi-totalité d'entre elles sont aujourd'hui dirigées par le Parti socialiste. Euh, Elle a cet avantage de ne pas, comment dire, d'abord de mettre en adéquation des discours et des actes. Donc quand on dit qu'une collectivité locale, lorsqu'elle est dirigée, animée par la gauche, ne va pas faire des investissements ou nouer des partenariats avec des établissements bancaires ou financiers qui ne jouent pas le jeu de la transparence et qui au contraire favorisent les paradis fiscaux, c'est un premier message. Le deuxième message, il est que d'inscrire les actions des grandes collectivités, pas simplement dans le champ de leurs prérogatives ou de leurs compétences reconnues par la loi, mais aussi dans une action politique de grande envergure qui s'inscrit aussi dans la mondialisation. Tout ce que font aujourd'hui les collectivités dans le domaine de la coopération décentralisée est aussi en lien avec cette exigence éthique et morale-là, qui consiste justement à travailler avec des collectivités au regard d'enjeux de développement qui ne sont pas simplement des actions de solidarité, si nobles soient-elles, très locales, mais qui doivent prendre en compte des grands enjeux tels que l'accès à l'eau, la gestion des déchets, qui ne sont pas des petits sujets dans la mondialisation actuelle, parce qu'ils touchent directement la pauvreté, ils touchent directement à la condition de vie des gens, et on est toujours dans cette même problématique. D'autres collectivités vont sans doute suivre, d'autres régions vont sans doute suivre l'initiative prise par la région Île-de-France. Et on va faire en sorte que ce soit très rapidement une feuille de route exemplaire pratiquée par l'ensemble des collectivités parce que il faut montrer l'exemple, surtout quand l'État ne le montre pas. Donc il faut absolument être en pointe dans ce combat-là.
D'abord, il faudra mettre sur la table les enjeux de développement. La solidarité internationale, c'est d'abord le devoir de ceux qui sont aux manettes, qui sont aux commandes. Donc c'est d'abord la responsabilité des grands États membres du G20, puisque ce sont les anciennes puissances et les nouvelles puissances, pour parler clairement. Ça voudra dire que sur les mécanismes innovants en termes de financement de la solidarité internationale, on pense à la taxation sur les transactions financières, sur la lutte contre les paradis fiscaux, et enfin sur les grands programmes de développement et la mise en œuvre réelle des grands programmes de développement, puisque le G20 veut d'abord se préoccuper de la régulation économique. Ces trois questions-là devront être mises au cœur de l'agenda. En tout cas, c'est ce que nous, on va mettre en avant, c'est ce que le Parti socialiste va mettre en avant. Il y aura d'autres enjeux, évidemment, liés à la gouvernance, liés à une nouvelle régulation qui fasse primer le droit international et l'ONU pour retrouver des mécanismes de solidarité, de péréquation, de développement qui semblent échapper et qui échappent totalement à la logique actuelle du tout marché. Ce sont ces sujets-là qu'on va mettre en avant, et on va avoir dans les prochaines semaines une position très claire qui va interpeller le président de la République sur l'obligation de la France en la matière. Bah, c'est pas une question de confiance, c'est une question de crédibilité. Le problème de M. Sarkozy, c'est qu'il fait des grandes déclarations internationales, par exemple sur les taxations innovantes sur le capital, mais quand il fait quand il fait une réforme des retraites en France, la taxation des capitaux, on ne voit pas où elle s'opère. Bon, ce sont d'abord les salariés et donc les gens qui sont mis à contribution. Donc la première des choses, c'est une question de crédibilité. Faire en sorte que lorsqu'on tient un discours à l'échelle internationale, on le tient dans son propre pays. Pour l'instant, c'est une posture, mais en même temps, cette posture, Nicolas Sarkozy a avancé dessus, c'est-à-dire qu'il a publiquement repris des propositions qui étaient celles de longue date des mouvements progressistes, qu'il s'agisse de la gauche, qu'il s'agisse des ONG, qu'il s'agisse des organisations associatives, qui pendant des années et des années ont mis ces sujets-là à l'ordre du jour. Donc maintenant, il va falloir que ce soit suivi. Pour que ce soit suivi, il faut une pression de l'opinion publique qui, je pense, exige plus de justice dans les règles du monde, tout simplement. Une pression toujours active de celles et ceux, et vous en premier, qui portez depuis quelques années ces revendications-là, et une vigilance démocratique de la gauche, c'est notre rôle en tout cas, pour faire en sorte que ces enjeux soient tenus. Parce que Nicolas Sarkozy ne peut pas s'en sortir à bon compte avec simplement des grands discours généreux qui non seulement ne sont pas suivis des faits, mais surtout sont en France totalement piétinés en pratiquant une politique qui justement ne favorise pas les taxations justes, mais au contraire favorise les inégalités, une fiscalité qui profite à ceux qui n'en ont pas besoin, au détriment des projets structurants, des grandes infrastructures et en fait de la solidarité.